Bonjour mon général, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes directeur général de la Gendarmerie nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais commencer avec les derniers éléments factuels. On sait qu'il y a eu 2 manifestants dans le coma, plongés dans le coma suite à ces violences. Un d'entre eux serait d'ailleurs en phase de réveil. Est-ce que, vous avez des informations? Est-ce que vous en prenez? Et où en est l'enquête? Alors non, je n'ai pas plus d'informations. Je me réjouis que ça aille mieux pour l'un des deux. Et d'ailleurs, j'ai une pensée pour l'ensemble des blessés. J'ai aussi une pensée pour les gendarmes qui ont été blessés, les nombreux gendarmes qui ont été blessés. Non, je n'ai pas plus d'infos que cela. Par ailleurs, l'enquête, le procureur a confié l'enquête à l'inspection générale de la Gendarmerie nationale suite à des plaintes qui ont été déposées pour savoir ce qui s'est réellement passé. Donc l'enquête commence. Et il faudra sans doute quelques semaines pour que l'enquête avance. Mais non, je n'ai pas d'éléments sur l'enquête et je n'en aurai pas jusqu'à la fin. Ouais. Donc ça, il y a une transparence totale, en tout cas plutôt un côté hermétique total entre vos services et l'IGGN. En fait, l'IGGN travaille sous la direction du procureur de la République. Et c'est au procureur que l'IGGN rend compte, que les enquêteurs rendent compte. Ils ne me rendent pas compte à moi. Donc moi, je suis comme tout le monde. Je découvrirai les résultats de l'enquête quand le procureur communiquera sur les résultats sur ce que les enquêteurs lui auront donné. Quel type d'arme, dans l'arsenal des gendarmes, peut provoquer le type de blessures qui ont été, ce qui a été le cas pour ces 2 jeunes hommes, quand même durement touchés puisqu'ils sont aujourd'hui dans le coma? Alors, quel type d'armes? Moi, je peux vous dire quelles étaient les armes qui étaient dans les mains des gendarmes à ce moment-là. Maintenant, l'enquête doit déterminer comment ces 2 jeunes hommes ont été blessés, mais ce n'est pas forcément par des jets ou par l'utilisation d'armes de gendarmes. En fait, et je reprends les images que l'on a vues sur les écrans, les images que vous avez diffusées, beaucoup de choses volaient en l'air. Et en fait, il faudra déjà savoir d'où pouvait provenir ce qui a touché ces deux blessés, et puis qui les a lancés. Donc en fait, tout ça, c'est l'enquête qui le déterminera. Mais à ce stade, moi, je suis incapable de vous dire si c'est un pavé, si c'est une arme qui est la conséquence, qui est à l'origine des blessures des deux blessés. On le saura avec les constatations des blessures, parce qu'une grenade qui explose, ça provoque des brûlures. C'est pas la même chose qu'un pavé, on va le savoir. Ah ben, j'espère qu'on le saura. En fait, c'est vraiment l'enquête doit déterminer, doit nous dire ce qui s'est réellement passé. Alors ça, c'est très clair que l'enquête doit se prononcer, mais pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, vos hommes qui sont sur place, lorsqu'il y a ce type d'événement, il n'y a pas de rédaction de rapport, il n'y a pas de compte rendu, il n'y a rien qui vous est remonté sur tiens, il y a eu 2 blessés côté manifestants, X blessés côté gendarmes, voilà ce que l'on sait qui s'est passé, voilà notre version. Je vous renvoie aux images et je vous renvoie également aux déclarations du lieutenant que vous avez eu sur le plateau. On va l'écouter d'ailleurs dans quelques instants. On va l'écouter. Ouais. En fait, il y a des tas de choses qui volent. Enfin, tout est compliqué. C'est un véritable chaos. C'est une scène complètement chaotique que vivent de part et d'autre les gens qui sont présents à cet endroit-là. Donc personne ne prend des notes pendant cette affaire-là. On garantit que les gendarmes, ils étaient plus préoccupés par se protéger par rapport à ce qu'ils ont subi pendant ces heures de face à face. Vous la vivez, pardon. Oui, donc concrètement, c'est aussi pour ça que je me réjouis qu'il y ait une enquête. Ensuite, l'enquête, et comme vous le disiez Dominique, l'enquête pourra, à partir des blessures, à partir des constatations des médecins, pour le coup pas des gendarmes, des médecins, pour savoir ce qui a provoqué la blessure. Mais en tout cas, moi je considère qu'on part sur une feuille blanche. Les enquêteurs vont entendre les gens qui étaient présents et qui ont vu ou n'ont pas vu ce qui s'est passé, et ensuite déterminons comment les choses se sont passées. Donc encore, pardon d'un mot, pour être sûr de très bien comprendre les choses, les équipes de la gendarmerie sont sur place, font ce qu'elles ont à faire avec les ordres qui leur sont donnés, et elles rentrent dans leur garnison, dans leur campement, enfin pardonnez-moi, je sais pas quel est le mot exact, mais elles rentrent dans leur camp, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de rapport, personne ne dit tiens, nous avons été confrontés à telle force, nous avons utilisé tel moyen, nous avons récupéré tels objets. Alors si, bien sûr qu'il y aura un rétex, un retour d'expérience avec des rapports qui sont rédigés. Mais pour autant, dès lors qu'il y a une enquête judiciaire, les éléments que les gendarmes auront vus seront versés à la procédure. D'accord. Après, donc ils sont en votre possession aujourd'hui, ces éléments? Alors, non, tout ne m'est pas encore remonté, parce qu'il faut aussi le temps de les produire. J'ajoute que parmi les gendarmes, il y a aussi des médecins. Ouais. Il y a un médecin de la gendarmerie qui a rendu un rétex rapide, puisqu'il a porté secours à certaines des personnes qui étaient présentes.
et possiblement sur l'un des deux blessés. Alors, ça correspond au récit que nous a fait donc ce gendarme qui était, vous l'avez dit vous-même, sur l'antenne de BFM TV ces dernières heures. Je propose d'écouter un extrait de ce témoignage. Sur le moment, oui. On a cru que c'était une zone de guerre. En tout cas, eux, ils venaient pour faire la guerre. Je me souviens quand ils sont arrivés, on a été au contact très proche avec eux. Ils étaient extrêmement bien équipés. Ils ont des boucliers avec des clous, des barres de fer. Ils ont des mortiers, des cocktails Molotov, des pavés en quantité quasiment illimitée, comme les cocktails. Ça a été un vrai déluge de feu et de pierres. Je me souviens très bien m'être dit à un moment, quand on était vraiment en face d'eux, les yeux dans les yeux, je me suis dit, mais en fait, ils veulent nous tuer. Ce sont eux qui sont venus au contact. Donc, en fait, au début, les manifestants, parce qu'il y a une bonne partie des manifestants qui étaient pacifiques, qui nous ont encerclés. Et de ces manifestants pacifiques s'est détaché un gros groupe de Black Bloc et ils ont progressé petit à petit. Et en fait, les tirs de lacrymogène que nous avons effectués pour essayer de les ralentir, de les garder à distance, n'ont pas été efficaces parce qu'en fait, ils sont très bien équipés, ils ont des masques à gaz. Il y a un moment, j'ai essayé d'ordonner une première charge pour essayer de reprendre le véhicule, d'aller jusqu'au premier véhicule qui était en feu. La charge ne marche pas parce qu'on se prend trop de cocktails Molotov, trop de pavés, trop de parpaings et de mortiers. Ce que j'ai vu par contre, c'est après l'affrontement, j'ai vu le médecin militaire qui était derrière nous, qui avait pris aussi en charge nos blessés, aller vers les manifestants. Et m'en souviens très bien, et en fait se faire caillasser, il était à 100 mètres de ma position. Il s'est fait caillasser par des manifestants alors qu'il allait essayer de porter secours aux manifestants et on l'a vu revenir vers nos lignes et je m'en souviens très bien parce que c'est mon lance-grenade qui a tiré des lacrymogènes pour essayer de protéger le médecin des pavés qu'il prenait alors que celui-ci essayait d'aller porter secours à des manifestants. Est-ce que c'est à cet épisode que vous faisiez référence à l'instant, un de vos médecins, dites-vous, qui est allé porter secours aux manifestants? Oui, complètement. Ce lieutenant est engagé avec son peloton à l'endroit où ça a été le plus compliqué. C'est à l'endroit où les véhicules brûlent. Il a été au contact tout le temps. Vos véhicules brûlent? Nos véhicules sont... Oui, on a 4 véhicules de la gendarmerie qui ont brûlé. Lui est au contact. Ce sont même ses véhicules qui ont brûlé. Lui est vraiment en contact. Et je veux vraiment saluer le courage. Parce que il évoque on n'a pas peur, mais après on se dit que... dimanche, j'y étais à Sainte-Soline. J'ai passé la soirée avec les gendarmes, avec les pompiers et les policiers qui étaient présents. Mais beaucoup se sont vus mourir. Il a 25 ans, hein. Il a 25 Absolument. ans. Pardon, Dominique, pour répondre à la question. Il est vraiment au cœur, à l'endroit où les choses les plus graves et dangereuses se sont passées. Le plus violent, oui. Et ça m'a rappelé le mois d'octobre, parce que c'est pas une première. On a eu plusieurs manifestations, et celle d'octobre, on a 60 gendarmes qui sont blessés. Où j'ai vu une jeune gendarme, elle a 22 ans, je la vois, pareil, je passe la soirée avec les gendarmes, elle est crevée, elle est fatiguée, et je lui dis, ça va? Elle me dit, c'est la première fois que je fais du maintien de l'ordre. C'était dur, mais ça va. Est-ce que ça veut dire que vous mettez un terme là ce soir à la polémique qui dit que les médecins militaires, donc les médecins des gendarmes, ne peuvent que soigner les gendarmes et ont refusé de soigner des manifestants? Absolument. Mais donc vous nous dites que c'est archi faux. Un médecin militaire, il est médecin. Et un médecin ne refusera pas de soigner quelqu'un, quel qu'il soit. Et là, sur l'un des 2 blessés dont on parlait, on a un médecin de la gendarmerie qui porte les premiers secours. Il suffit de reprendre le témoignage du patron du SAMU qui le précise très clairement. Mais entendre qu'un médecin choisirait les gens qu'il soigne, mais c'est une insulte au serment d'Hippocrate et aux médecins. Et je l'ai vu, ce médecin, dimanche soir. Je vous garantis que lui, il ne laissera pas un blessé comme ça. C'est le propre même des médecins d'une manière générale et les nôtres en particulier. Samedi, comment vous l'avez vécu cette manifestation? Je veux dire, vous étiez où? Est-ce que il y avait qui autour de vous? J'imagine le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous étiez à Beauvau? Qu'est-ce qui vous revenait? Quels sons aviez-vous? Sûrement des sons qu'on n'avait pas nous. Quelle connexion avec les hommes sur le terrain, comme le lieutenant qu'on a vu tout de suite, Martin? Comment ça se passait? Et qu'est-ce que vous vous êtes dit en voyant ça? Alors, samedi, vous avez dit, je vais m'en faire tuer un, ils vont m'en tuer un, quoi? Alors samedi, je suis à Beauvau, dans la salle de crise qui se trouve à l'endroit où j'ai mes bureaux. On a des images on a des caméras fixes qui sont placées aux endroits, enfin sur les endroits du réservoir de substitution et qui filment ce qui se passe. Donc des caméras qui sont posées au bout d'un mât et qui filment tout cela. Prépositionnés. Qui sont prépositionnés, bien sûr, parce que l'idée est quand même d'avoir beaucoup d'images pour voir ce qu'il se passe. Donc ça veut dire que vous saviez qu'il y aurait des affrontements violents? Absolument. On a en tête ce qui s'est passé au mois d'octobre, on a en tête tous les blessés du mois d'octobre, et on sait que ça va être violent. Et quand on voit arriver les Black Blocs, on voit les 3 convois
baptisés différemment selon le niveau de dangerosité. C'est pas moi qui parle du convoi vénère. On voit des gens qui sont équipés, c'est exactement ce que le lieutenant traduit, qui sont équipés pour aller au combat. Quand on voit des gens avec des haches, quand on voit les cocktails Molotov volés, là aussi les images vous les avez diffusées. Est-ce que c'est de l'écoterrorisme, ça, en général? Je peux vous dire que ça pourrait pénalement, sans doute, être qualifié de tentative d'homicide ou de. Enfin, c'est. Et quand je vois, pour répondre à la question que vous posiez, Dominique, oui, moi je crains qu'on ne perde des gendarmes. Quand je vois. Ces images, elles vont servir la justice. Elles sont versées à l'enquête, bien évidemment. Et c'est des images que personne n'a vues, évidemment, ce que vous aviez. Il y a des images que personne n'a vues. Bon, certaines ont été vues parce qu'on a quand même vu beaucoup d'images, mais moi j'ai encore en tête un gendarme qui commence à prendre feu. Alors les tenues unifugées ont fait que ça s'est pas propagé et ses camarades l'ont aidé tout de suite. Vous vous souvenez de phrases que le ministre a dit, que vous avez dites, qui ont été prononcées dans cette salle de commandement, des mots? Bon, j'ai pas en tête les mots parce que depuis, malheureusement, on a eu un drame en Guyane et je suis allé à Cayenne lundi. Hier, j'ai vu des gendarmes qui ont été brûlés à Vichy il y a 12 jours. Donc c'est un peu une succession de choses un peu compliquées pour mes personnels qui sont en première ligne tout le temps. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde partageait ce choc des images en voyant les choses telles qu'elles se déroulaient. Je voudrais revenir un instant sur la polémique liée au secours. Nous allons écouter donc un document rendu public par nos consoeurs et confrères du Monde, de la Ligue des droits de l'homme, sur la capacité des secours à intervenir ou pas sur ce site de Sainte-Soline. Écoutez. Oui, salut, bonjour. Oui, bonjour. J'ai eu tout à l'heure au téléphone. Oui. Ouais, super. Vous en êtes où là de la plus grosse urgence absolue de ce que j'ai comme impression moi de loin? Alors déjà le problème c'est que vous n'êtes pas sur place, donc c'est un peu compliqué. Ouais, mais en fait on a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas d'hélico ou de moyens sûrs sur place parce qu'on a ordonnement envoyé par les forces de l'ordre. Le problème c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous. Et donc pour l'instant on a ordre de rassembler les victimes au niveau de l'église de Sainte-Soline. C'est ce qui est en train d'être fait. Et la LDH nous dit qu'il y a des médecins militaires qui viennent d'arriver sur place. Est-ce que vous avez cette information vous aussi ou pas? Les médecins militaires ils sont là pour les forces de l'ordre. Ah, ils sont là pour les forces de l'ordre, ok. Vous avez interdiction d'intervenir, vous confirmez que vous avez interdiction d'intervenir, alors vous avez... On n'a pas d'autorisation d'envoyer des secours sur place parce que vous êtes considéré comme étant dangereux sur place. Où se situe la vérité alors, mon général? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure, un médecin soigne n'importe qui, un médecin militaire soigne tout le monde. Cette opératrice dit, nous avons ordre de ne pas envoyer de secours, de véhicules de secours. Nous avons un médecin militaire sur place, il ne soigne que des militaires. Écoutez, bon, d'une part, c'est le fait qu'un médecin militaire ne soigne que les militaires, c'est totalement faux. C'est totalement faux. J'imagine même pas qu'on puisse le dire. Ensuite, moi, je renvoie à ce qui a été dit par le patron du SAMU. Il a dit les choses clairement. En clair, il y a des moments où, d'une manière générale, on a du mal à engager des secours. Regardez les pompiers qui se font caillasser quand ils interviennent sur des incendies dans certains quartiers et on passe des conventions pour les escorter. On n'a pas le droit de caillasser des pompiers. On a quand même caillassé le médecin de la gendarmerie. Hein, mais pour être clair, mon général, d'où viennent les ordres et quels sont ces ordres? Est-ce que quelqu'un dans cette salle de commandement à Beauvau dit « Vous n'envoyez pas de véhicules de secours sur place parce que c'est trop dangereux, parce qu'on ne souhaite pas ». Mais bien sûr que non. Alors qui prend la décision? Mais en fait, les secours sont organisés à partir du PC qui est monté sur place. Mais là, on a une discussion entre deux personnes qui ne sont pas sur place. Je vous renvoie à ce qu'a écrit le patron du SAMU. Il explique clairement comment les choses se passent. Donc cette opératrice dit une contre-vérité. Elle dit une contre-vérité. Mais je vais aller plus loin. En réalité, une manifestation, quand elle est organisée, les organisateurs voient avec la préfecture comment on organise, notamment, en cas de cas grave, comment on organise l'évacuation des blessés. Là, la manifestation est interdite. On est sur une manifestation illégale. Pour autant, la préfète des Deux-Sèvres, à plusieurs reprises, prend des contacts avec les organisateurs pour leur demander, pour organiser quelque chose, si la manif a lieu. Au mois d'octobre, on a eu la même chose, avec des blessés. Pas de réponse. Avant la manifestation, les gendarmes vont en contact pour essayer de voir comment organiser les choses, notamment si les choses se passent mal. Pas de réponse. Il y a
C'est-à-dire directives. pardonnez-moi pour comprendre, des gendarmes, enfin c'est une sorte de délégation, c'est ça? Des gendarmes qui vont sur place voir les organisateurs? C'est le schéma national du maintien de l'ordre qui a instauré des équipes de concertation entre les gendarmes et les organisateurs pour faire en sorte que les manifestations se passent le mieux possible. Bien qu'elle ait été interdite et parce qu'on se doute que de toute façon on va avoir du monde, il y a un contact pour justement essayer de faire en sorte de limiter les effets. Pas de retour. Pardon, mais c'est important. Les organisateurs sont censés organiser. Donc en réalité, il n'y a rien eu d'organisé du tout sur ce sujet-là. Donc tout le monde se renvoie la balle, en fait, ce que vous me dites. Et je vais aller plus loin. C'est qu'il y a un flyer qui a été diffusé pour expliquer que s'il y avait des blessés, il fallait s'automédiquer ou utiliser les médics locaux et après consulter dans des hôpitaux les plus éloignés possibles en étant flou sur les circonstances. Enfin, je suis désolé, mais pour moi, les secours, ça doit être quelque chose Donc d'immédiat. vous renvoyez clairement ce soir la responsabilité, l'impossibilité que les secours accèdent à ces blessés à ceux qui étaient en face des gendarmes, aux organisateurs. Je dis juste qu'on a des motards qui ont escorté des secours pour aller sur place, qu'on a médicalisé 2 hélicoptères qui étaient là pour la manœuvre afin d'évacuer des blessés. On a évacué une jeune femme avec une suspicion de fracture de la mâchoire pour pallier des dispositifs qui n'étaient pas en place. Et pourtant, c'est pas faute pour la préfète d'avoir essayé d'organiser cela. Concrètement, l'enquête, c'est aussi pour ça que cette enquête, elle est appelée de nos voeux également. L'enquête déterminera tout cela, puisque la plainte porte notamment sur ces sujets-là. Vous savez, juste un mot, pardon Dominique, mais la défenseur des droits s'est saisie de cette affaire. Vous savez que, en plus de l'enquête de l'IGGN, donc il y a une suspicion quelque part d'un mal fonctionnement. Le mot est à minima dans cette affaire. À votre connaissance, de votre côté, il n'y a pas de problème pour l'instant. Jusqu'à plus informé. Enfin, en fait, on est présumé innocent, sauf quand on est gendarme, en fait. Non, je suis désolé. Il y a une enquête, la défenseur des droits s'en saisit. Elle est dans son rôle, et c'est une excellente chose. Moi, je demande juste à ce que, au lieu d'entendre des choses qui sont fausses, comme le médecin militaire soigne des militaires, ce qui est... Enfin, moi, je demande juste à ce qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Je crois que la phrase importante, parce qu'on l'a vécu en direct sur BFM TV samedi, on était là avec nos reporters sur le terrain. La phrase importante, c'est la dernière de l'enregistrement, où il y a ce moment où la personne dit « on ne peut pas aller sur place parce que c'est trop dangereux ». On nous dit que c'est trop dangereux. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'on ne peut pas envoyer une équipe médicale, ceux qui prennent la responsabilité de faire passer une ambulance, Jean-Baptiste, on ne peut pas envoyer une ambulance sur place, on peut encore moins envoyer un hélicoptère dans une zone où il y a des pavés qui partent dans tous les sens, et une ambulance ne peut pas accéder. Alors, peut-être transporter les blessés. C'est ce qu'on a dit sur BFM la semaine dernière, et on s'est fait étrier sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a une enquête qui est en cours, parce que l'IGGN est saisie, et parce que la défenseur des droits s'en saisit aussi. Je voudrais maintenant, Monsieur Rodriguez, vous faire entendre un homme qui, pour beaucoup des écologistes présentés comme radicaux, est très important. Il est suédois, il s'appelle Andreas Malm, il est maître de conférences en géographie humaine, il est théoricien, militant, lui-même écologiste. Il était à Sainte-Soline le week-end dernier avec les manifestants. Je l'ai interrogé il y a quelques heures. Vous allez entendre un entretien réalisé en anglais qui a été traduit pour la compréhension de tous évidemment. Voilà ce qu'il dit du maintien de l'ordre à la française, de ce qu'il pense de la situation chez nous, et vous pourrez ensuite évidemment réagir à ses propos. Oui, mais par l'aspect militaire de la chose. D'abord par la police, puisque c'est la police qui a d'abord fortifié le site des bassines à Sainte-Soline et qui l'a transformé en champ de bataille militaire, en citadelle. Et ils ont utilisé des projectiles très dangereux pour défendre ce site. Dans un sens, vous êtes donc d'accord avec le président Macron qui a dit de certains manifestants qu'ils venaient faire la guerre. Oui, mais les gens qui sont venus faire la guerre, c'est d'abord la police. Ce sont eux qui ont continuellement visé et blessé des gens, allant parfois jusqu'à presque les tuer. Nous avons maintenant des preuves que la police a empêché des médecins de soigner et de sauver des manifestants grièvement blessés. Et c'est pour ça que 2 personnes ont fini à se battre pour leur vie à l'hôpital. Donc oui, il y a eu de la violence létale utilisée par la police à Sainte-Soline. Mais quand vous voyez des manifestants avec des haches dans la main, quel est le but ?
Eh bien, c'est très clair. Le fait d'avoir une hache dans la main, c'est pour saboter des installations. Les soulèvements de la terre et d'autres organisations sur le front à Sainte-Soline voulaient atteindre le côté du réservoir de la bassine de Sainte-Soline et le démonter. C'était ça l'objectif. Dans tout ce que j'ai écrit, dans tout ce que j'ai dit sur ce sujet, j'ai toujours été très clair. Je pense que les mouvements luttant pour le climat devraient seulement détruire des choses mortes, inanimées, des machines, des installations. Nous ne devrions jamais, et je pense que je ne connais personne qu'on dit qu'on devrait le faire, nous ne devrions jamais planifier des assassinats sur des patrons comme celui de Total ou des propriétaires des bassines. C'est hors de question. Il est clair que si nous engageons des actions violentes ou au moins qualifiées de violentes, le but de cette violence est de viser des choses inanimées, mortes et de les détruire. Les problèmes arrivent au moment où vous avez une force militaire, au moins une police militarisée qui essaie de protéger ce genre d'installation. Et c'est ce qui est arrivé à Sainte-Soline. Oui, cette manifestation a dégénéré en confrontation avec la police. Mais le but de cette confrontation était d'avoir accès au site et de le détruire. Je vous ai dit que beaucoup parlaient de vous dernièrement. Certains politiciens parlent de vous notamment en utilisant le terme écoterrorisme avec votre nom. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est une expression ridicule. Le terrorisme, c'est quelque chose que vous avez expérimenté en France. Ce terme a un sens. Ce qu'il signifie, c'est l'assassinat indiscriminé de civils pour des motifs politiques. C'est ce qui est arrivé, par exemple, au Bataclan, quand les gens sont allés au Bataclan pour tuer le maximum de civils possible. Ça, c'était du terrorisme. Je n'appelle à rien de similaire à ça. Je ne connais personne autour de moi qui appelle à la même chose. Montage signé Andoni Hospital, Charlotte Mato, avec les voix de David Dunal et Angel Ouattara. Vous connaissiez cet homme, généralement? Non. Je ne le connais pas et je pense que je ne vais pas chercher à le lire. Parce que ce que j'ai entendu, c'est juste ahurissant. Pourquoi? En fait, il y a ce qu'on appelle, et j'y suis un peu attaché, l'état de droit. Donc il y a un endroit qu'il faut préserver. Et en gros, j'entends que, en réalité, il faudrait laisser, avec des haches, venir détruire quelque chose, au motif qu'ils considèrent que ça doit être détruit. Et le fait qu'on empêche la destruction, c'est-à-dire qu'on fasse juste respecter la loi, c'est ce qui provoque la violence. Et c'est ce qui explique que les gens viennent avec des haches, des cocktails Molotov, des bombes incendiaires. Enfin, c'est le terme que j'ai employé hier, c'est ahurissant. Ce discours, il est irresponsable pour vous, il est dangereux, il est quoi? C'est les deux. C'est irresponsable, c'est dangereux. Et je comprends qu'on parle d'écoterrorisme. Mais c'est inciter. Alors, non, accessoirement, il l'évoque. Pour le rejeter, mais il l'évoque. Non, on veut pas tuer le patron de Total. Non, mais c'est encore heureux. Je voudrais revenir sur les moyens, en général, qui ont été déployés sur place à Sainte-Soline. 4000 grenades tirées sont les chiffres que j'ai vus. Est-ce que vous le confirmez? Je suis pas spécialiste du maintien de l'ordre, mais ce chiffre me semble... C'est le ministre qui les a donnés, voilà. Gérald Darmanin. Le chiffre me semble, j'allais dire, plus qu'important. Comment est-ce qu'il faut traduire l'utilisation de 4000 grenades? Alors, je juste faire un petit retour en arrière. Je vais vous parler des grenades immédiatement. À un moment donné, et ça renvoie à ce que je viens d'entendre, on nous dit, mais vous étiez sans doute trop nombreux. Mais 3200 forces de l'ordre. Les 3200, mais pour tenir 3 jours sur 80 km mais bon, admettons. On est trop nombreux. Enfin, moi, c'est la première fois que j'entends qu'on peut être trop nombreux pour une opération de protection. Habituellement, on a plutôt tendance à nous dire, vous n'êtes pas assez nombreux. Mais en clair, on veut faire passer le message que c'est les gendarmes et les policiers qui sont responsables de l'insécurité parce qu'ils sont trop nombreux. En fait, c'est nous qui générons l'insécurité. Et c'est un peu ce que j'entends. En fait, sans les gendarmes et sans les policiers, il n'y a pas de problème. Et alors sur les moyens, sur ces 4000 grenades? Et sur les grenades, en fait, l'immense majorité des grenades étaient des grenades lacrymogènes dont le but était d'éviter le contact entre les assaillants et les gendarmes. Quand il y a contact, ça devient très compliqué et il y a beaucoup de blessés. De quels moyens disposaient les gendarmes? Vous aviez ces fameuses grenades lacrymogènes qui ont remplacé la Gli F4, c'est ça? C'est une nouvelle grenade en élastomère? Alors, c'est une grenade qui n'a qu'un effet
lacrymogènes pour celles-là. Les F4 avaient un effet explosif, il y avait de l'explosif dedans, et celles-là n'ont pas d'explosif, donc on avait effectivement des grenades lacrymogènes classiques. Les 4000 alors, les 2 tiers étaient des grenades lacrymogènes classiques, il n'y a qu'un effet lacry. Les autres, c'était? Les autres, il y avait des grenades de désencerclement qui ont été utilisées, qui sont lancées à la main, qui permettent d'éviter le choc des 50-100 derniers mètres. Ça projette ces éclats qui ont blessé des gens. Absolument, des manifestants. Alors, aux jambes. j'ai le volume, je devrais l'avoir en tête. On a tiré sur les grenades de désencerclement, on en a tiré 89. Et il y a des grenades assourdissantes qui sont tirées à distance pour garder les assaillants à plus de 200 mètres. Et celle-là, on en a tiré 40. 2 mots rapidement encore, s'il vous plaît. Le premier sont des images. On a vu un peloton de gendarmerie armé, motorisé, sur des quads. On va montrer ces images. Il y a eu des images montrant a priori ce peloton-là utilisant des LBD. Qui sont ces gens en fait? C'est quoi? C'est une adaptation de la Brave pour la gendarmerie? Et est-ce qu'ils ont le droit de tirer en roulant? Alors, ce ne sont pas des gens, c'est pas la même unité que la Brave. Les quads avaient pour objectif de tirer des grenades lacrymogènes, toujours dans l'idée de garder une distance entre les assaillants et les gendarmes, sauf que quand vous les tirez d'un endroit avec le vent et le terrain, vous êtes parfois pas très sûr de l'endroit où les grenades vont tomber. Donc ils ne tirent que des lacrymogènes. Ils ne tirent que des lacrymogènes. Alors ils ont des LBD pour se défendre. Il y a effectivement une image d'un gendarme qui tire avec un LBD. J'ai envoyé l'IGGN à la demande du ministre pour savoir ce qui s'était réellement passé. J'attends le rapport aujourd'hui, parce que je l'aurai dans la soirée. Et puis on verra ce qui s'est passé. Mais ils ont le droit de tirer en se déplaçant, que ce soit des grenades ou du LBD. Alors, c'est pas tant en se déplaçant ou pas. Dans la doctrine provisoire que l'on a fait, on a écrit qu'il ne fallait pas tirer en roulant. Alors, je vous parle des LBD, le tir des grenades à 200 mètres ou à 300 mètres, la question se pose moins. Mais on va regarder ce qui s'est passé. Donc, normalement, il n'aurait pas dû tirer en roulant. C'est peut-être ce qui s'est passé. Il n'a pas touché en tirant. Pour autant, s'il a enfreint un règlement, on prendra les mesures qui s'imposent. Mais j'aurai les retours dans la soirée et je proposerai au ministre des mesures à prendre. Merci beaucoup. Merci Général Christian Rodriguez d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV.